Donc, je m'appelle Vincent Giovannoni, comme Mireille Jacotin vient de le rappeler. Je suis conservateur en chef au MUSEM, responsable des arts du spectacle. Et originellement, personne n'étant parfait, je suis ethnologue. Antonin Chabert expliquait qu'il est également ethnologue, correspondant à l'IDEMEC, Institut d'ethnologie méditerranéenne, dont j'ai moi-même été longtemps membre, pendant je sais plus, 15 ans, quelque chose comme ça. Et je suis aujourd'hui, en plus du MUSEM, également chercheur correspondant du centre Norbert Elias, qui est une UMR du CNRS, de l'HESS, l'École d'études en sciences sociales et de l'Université d'Avignon, laquelle travaille sur l'analyse et la description des mondes sociaux, et en particulier sur la fabrique des écritures en sciences sociales. Pour le faire simple, en jargon courant, le principe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font en sciences sociales, mais qui sont souvent relativement inaccessibles, donc relativement inopérantes, parce qu'écrites dans un jargon réservé aux chercheurs. Les articles de chercheurs sont destinés aux chercheurs. Dans le cas du Covid, on l'a vu, hein, seuls les vrais épidémiologistes peuvent lire les derniers articles parce qu'il y a des termes, une lexicologie particulière. C'est très important dans le domaine des sciences dures, dans le domaine des sciences humaines et sociales également. Mais ce qui est important, c'est que ce qui est pensé, ce qu'on a à dire, soit correctement entendu. Et là, je pense que je ferai plaisir à Patrick Moya, grand lecteur notamment de McLuhan et d'autres. Et plutôt que de faire des expositions didactiques où on explique tout ce qu'on a pu comprendre, l'idée de l'exposition sur laquelle je vais revenir avant qu'on aille sur la question de Second Life très vite, c'était de faire une exposition qui soit extrêmement légère, avec un catalogue qui soit extrêmement léger. Et en fait, la légèreté, il y a une œuvre de Bayle que j'aime bien, qui est chez un ami, qui dit que la simplification est complexe. Parce que là, on va vous sembler qu'on est léger, tout ça est facile. Et si vous avez affaire à 3 crânes chauves, c'est qu'on a travaillé pendant longtemps avant d'arriver à cette légèreté, et que cette légèreté nous a nous a fatigués. Bon, la question des années joyeuses, on va revenir sur cette exposition, puis après on va parler de ce qu'on a fait sur Second Life autour de cette exposition et autour de la part du travail à l'artistique dont Eric est le responsable. Donc au départ, il est question de faire une exposition autour d'une personne, un vieux collectionneur niçois, âgé de 90 ans cette année, ayant non seulement collectionné, mais fait exister concrètement, matériellement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'école de Nice, et toute une partie des nouveaux réalistes. C'est, pour faire simple, Benz, César, Armand et bien d'autres. En général, on pense, vu le nombre d'expositions, de catalogues, de documentaires qui a été fait, qu'à peu près tout avait été dit sur ces artistes. Tout non. Parce que Jean Ferrero, qui était leur ami, qui était proche d'eux, propose une entrée très différente. Il ne s'agit plus vraiment de les interroger en tant qu'artistes contemporains, mais en tant que contemporains avant tout, des gens qui vivent avec nous, dans le même monde, et pas qui sont détachés dans une autre époque ou inscrits dans une histoire de l'art qui aurait peu à voir avec l'histoire au sens contemporain. Donc, Ferro est un personnage totalement iconoclaste. J'ai récupéré un article qui avait été fait sur l'exposition tout à fait sympathique par quelqu'un que je ne connais pas, donc je remercie, que je pense qu'aucun de nous ne connaît ici, et qui pourtant est très bien, puisqu'il dit beaucoup de bien de nous, qui s'appelle Fabien Ribéry, qui revient notamment sur la façon dont le thème de l'expo a été présenté, en rappelant ce qu'on a pu écrire en 4e de couverture du catalogue, que Jean Ferrero, né en 31, aura fait tous les métiers. Haltérophile, modèle nu aux arts décoratifs, photographe professionnel, marchand d'art.
Il a rassemblé tout au long de sa vie une vaste et très hétéroclite collection. Autodidacte à la culture et à l'humour, sans aucune limite, mais vraiment aucune limite. Il a su nouer très tôt les relations avec quelqu'un des grands artistes de son temps, et en particulier ceux de l'école de Nice et des nouveaux réalistes. Là, je vous invite vraiment sincèrement à aller regarder le catalogue. C'est un catalogue rare. Achetez-le, c'est déjà un collector. La façon dont il a été maquetté, dont il est rédigé, fait que c'est un catalogue tout à fait à part. Et pour ceux qui sont connectés, qui sont en ligne, si vous vous déplacez à Nice, je m'avance un petit peu, mais vous pourriez même aller voir Patrick Moya au passage. Donc, tout ça pour vous dire que à l'entrée de l'exposition, encore une petite chose que je rajoute, à l'entrée de l'exposition, il y avait une petite affichette réalisée par Ben, parlant de Ferrero et parlant au nom de Ferrero, disant « Salut, moi, Jean Ferrero, je suis sans complexe. Je ne joue pas les marchands touchés par la grâce, prêts à se sacrifier pour l'art. Non, moi, j'aime l'art, mais j'aime surtout la vie et j'aime l'argent. J'aime acheter ce qui me fait rire et surtout des artistes qui ont quelque chose à dire et qui ne se gargarisent pas trop comme moi. » Donc, il n'y avait aucune raison de se prendre trop au sérieux pour réaliser cette exposition. Donc, nous avons réalisé, là c'est moi qui parle pour l'instant, avec une veste, un machin déguisé en conservateur, mais avec en totale complicité, proximité, éclat de rire et travail quand même très très sérieux avec Éric Léon. Et donc tout ça, pour la partie, on va dire, matière grise, galérien, et tout l'aspect joyeux, vie, chair autour du squelette. Un énorme travail qui a été fourni par Patrick Moya. Patrick Moya qui a accepté une carte blanche par laquelle il s'était engagé. Il a réalisé une œuvre de 65 mètres carrés, eh bien 65 mètres carrés, tout ça pendant le confinement. Donc merci le confinement, ce qui m'a permis de travailler sereinement pendant tout un temps à l'intérieur du musée Masséna. Donc pour ceux qui l'ont loupé, c'était un grand moment, une œuvre tout à fait remarquable et rare. Remarquable et rare, comme les Patrick Moya, dont on parle généralement peu, trop peu. Oui, il a beau faire des grimaces, on le connaît trop peu, lui rend trop peu hommage, enfin au moins à mon goût, c'est déjà beaucoup, mais il faudrait qu'il y ait encore plus que cela. Et trêve de bavardage oiseux, passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire à la légèreté. Et écoute, je ne sais pas, on n'a pas vraiment organisé la chose, mais si Eric, Patrick, on ira après sur Second Life, guidé par notre maître des cérémonies, qui est Patrick Moya. Mais je pense qu'il faut quand même un petit mot d'introduction avant de Eric, en tant que responsable de l'artistique Espace Jean Ferrero, ami de longue date de Patrick Moya. Ça parce qu'on est entre amis, hein, on fait ça bien sûr avec le plus grand sérieux, le plus grand respect et la plus grande légèreté possible. Merci Vincent. Alors je commence, Patrick. Et Patrick, pendant ce temps-là, il va se promener dans l'artistique. Ah, oui, j'ai mon micro. Oui, alors je peux partager mon écran si vous voulez, voilà. Comme ça, j'espère qu'on vous verra tous les deux quand même. Alors je vais essayer. Alors, je vais me déplacer, je vais partager l'écran. Je suis intervenu aux côtés de Vincent pour l'exposition Les Années Joyeuses parce qu'à Nice, je suis responsable de… Jean Ferrero a fait une donation à la ville de Nice de près de 900 œuvres d'art contemporain et un espace donc abrite cette collection et la présente toute l'année durant avec des expositions qui tournent. Et pendant le montage des Années Joyeuses, moi, je montais de mon côté, donc à l'artistique, une exposition sur le travail de Patrick Moya, car Moya a débuté sa carrière aussi dans la galerie Ferrero. Alors, ça remonte dans les années 90. Et Patrick a la singularité, entre autres, d'être arrivé à faire ce qu'il voulait faire depuis le début, c'est-à-dire vivre dans son œuvre, devenir sa créature, grâce aux plateformes virtuelles et Second Life en particulier, sur lesquelles il a 4 îles. Et il a la particularité de toujours doubler ses expositions, voire même préparer ses expositions dans Second Life. Ça lui sert un peu comme une maquette 3D pour monter son travail. Et là, mon exposition était prête. Patrick m'a proposé de numériser mon espace. C'est ce qu'on voit une vision de l'extérieur de l'artistique.
il m'a dit, je te fais une copie de l'artistique et tu remontes l'exposition à l'intérieur. Donc, on s'est pris au jeu, on a développé ce lieu à l'identique donc de l'espace réel. Et le confinement est arrivé, donc l'espace réel n'était plus visitable. Donc, on a commencé à ajouter de la précision dans les lieux, dans l'exposition. L'exposition des Années Joyeuses, en clôture, on devait présenter une conférence de Vincent à l'artistique pour faire le lien donc, entre les deux espaces, qui sont deux espaces gérés par la ville de Nice. Puisque c'était plus possible de faire cette conférence en réel, et on a dit la salle de théâtre qu'on utilise à l'artistique existe en virtuel. Eh bien, Vincent, tu te fais un avatar et tu viens dans cette salle de théâtre et tu vas faire ta conférence depuis cette scène, donc où vous nous voyez là, Patrick et moi assis derrière la table. Il manque Vincent qui a oublié de se connecter sur Second Life, mais c'est pas grave. Vous retrouvez le PowerPoint qu'on avait installé à l'époque là derrière lui. Donc, on est véritablement dans une situation comme dans la réalité. Et il y a une cinquantaine de spectateurs, donc sous forme d'avatar, qui sont venus s'installer dans cette salle. Et donc, Vincent, là, il va pouvoir nous faire part de son expérience, à présenter sa conférence, comme dans une salle normale, on va dire, et avec une interaction. Et les gens, après, les avatars présents dans la salle, lui ont posé des questions. Voilà. Patrick se met dans la position du spectateur, comme dans une véritable conférence. Je crois que j'ai tout présenté. Patrick vous a fait survoler un peu les lieux, donc vous voyez un peu à quoi ressemble l'espace. Donc nous, en fait, c'est un outil de communication. Ça permet aux gens qui n'ont pas accès physiquement au lieu de suivre les événements qui s'y passent, à tel point qu'avant-hier, on a participé à l'International Museum Day. Et Patrick et moi, enfin nos avatars, avons proposé l'après-midi des visites. Et des gens sont venus donc visiter les collections, l'exposition telle qu'elle est en réalité, chose qu'ils ne feront certainement pas en vrai, puisqu'on avait des gens qui venaient de Taïwan, du Japon, d'Amérique du Sud, etc. Voilà, ça permet en fait des liens à travers le monde. Et en parallèle, évidemment, au montage de réelles expositions. Voilà pour ma présentation de cette expérience que l'on va sans doute renouveler. C'est vrai qu'au départ, c'était parti pas d'un gag, mais on s'est dit, l'espace existe, on va essayer. Et ça a tellement bien fonctionné que maintenant, on fait beaucoup d'événements. Et même, on se prépare pour le mois prochain à faire dans le lieu réel, donc à Nice, une visite pour les gens, mais ils viendront assister en fait à la visite dans la salle. Et ça sera l'avatar de Patrick qui sera donc projeté sur dans la grande salle, qui leur fera visiter tout son monde. Parce que là, on reste dans l'artistique, mais si vous allez à l'extérieur, il y a plus de 600 000 mètres carrés, ça représente à l'échelle, où Patrick a doublé toutes les expositions qu'il a pu faire depuis une dizaine d'années. Patrick, Vincent, complétez mes dires. Et s'il y a des questions, des choses. On va peut-être laisser Vincent nous raconter son expérience. On peut choisir son avatar. Alors, les choix d'avatar sont un peu basiques. C'est vrai c'est après, à force d'utiliser Second Life et en dépensant un peu d'argent, qu'on peut personnaliser ses avatars. Mais Vincent avait pris un très bel et fortement musclé effet un peu plus chevelu, n'est-ce pas, au bras bionique. C'est dommage que vous ne le voyez pas là, mais bon. Oui. Comment faire pour entrer dans cette salle? Quelle salle? Alors en fait, cette salle, où on la voit donc à partir de... Il faut aller en fait se connecter sur Second Life, il faut donc charger, enfin Patrick peut mieux vous en parler que moi, il faut charger un viewer, se créer un avatar et après on peut se promener donc dans ce monde qui est immense, il n'y a pas que les îles Moya et il y a beaucoup d'événements qui se déroulent sur ce lieu. Là, vous voyez rapidement, reviens un peu en arrière, Patrick. Là, il a même modélisé voilà, le musée Masséna. Tiens, si tu veux rentrer dans le musée Masséna, tu montres la maquette de ce que tu as fait pour l'exposition de Vincent Les Années Joyeuses. Voilà, on va rentrer dans le musée. Voilà, là, il y a
Donc là, voilà. Vas-y, Patrick, vas-y. Là, en fait, j'ai mis des échafaudages, mais c'était pour un film qu'on a réalisé pour les 100 ans du musée Masséna. Donc j'ai remis, je suis désolé, mais je suis désolé pour Vincent, mais j'ai remis des échafaudages comme si j'étais en train de peindre. En fait. Donc j'ai remis, on a fait une petite scène, voilà. Donc c'est comme si on recommençait quasiment la fresque. Et les personnes qui visitent, il y a régulièrement des visiteurs, puisque je fais des visites guidées en voiture ou à pied, mais généralement en voiture, où j'amène les personnes visiter mes anciennes expositions. Et donc, on passe par ici, on va là pour voir comment était l'exposition. Là, il y a quelques images qui montrent où se situait l'installation. Et après, on ressort, et puis généralement, on va à l'artistique, puisque c'est la dernière exposition. Et après, on se promène, et on peut même prendre l'avion, et on emmène les personnes en avion visiter. Pour répondre aux questions, oui. Je vois les questions. La conférence était-elle en français? Oui, la conférence était en français. Par contre, il faut savoir que le chat de Second Life c'est une option, mais très facile pour l'activer, a une traduction automatique. Oui, donc, et deux choses, c'est que c'était effectivement, la conférence était en français, mais régulièrement, je traduisais je donnais des abstracts en anglais, puisqu'il y avait quand même beaucoup d'Américains, de Japonais, notamment quelques Allemands qui étaient là aussi. Et donc pour eux, je faisais régulièrement, toutes les 2-3 minutes, un petit abstract, résumant et revenant, et répondant aux questions quand il le fallait en anglais. L'intérêt dans ce cas-là de Second Life, alors, un musée, une exposition permet d'aller à la découverte concrète des œuvres, de voir leur matérialité, y compris quand c'est une œuvre en 2D, un dessin, une toile, y compris une œuvre vidéo, a fortiori s'agissant des sculptures. Et donc, rien ne remplace l'expérience de la visite au musée, la confrontation avec les œuvres. Mais d'une part, quand on était confiné, il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient plus se déplacer, d'autres qui ne pouvaient pas aller dans les musées. Les musées étaient fermés pendant tout un temps. En parlant même pas des conférences qui, elles, étaient totalement prohibées. Et puis, il y a des gens qui habitent loin, très loin, qui ont envie de voir le travail, mais qui ne peuvent pas. Vous voyez, Jean Ferrero a 2 filles, par exemple, une qui vit à Tokyo, l'autre qui vit à Los Angeles. Et pour voir l'exposition, pour entendre parler de la conférence, on parle de la vie de leur père, ou les anciens qui ont connu cette époque-là, ou les gens qui s'intéressent aujourd'hui à cette époque de l'art, ou les fans de Patrick Moya, qui sont un peu partout sur la planète. Mais vous pouvez se connecter en direct, faire un premier tour, refaire un deuxième tour. Et même quand on n'est plus en confinement, c'est pas seulement un teaser qu'on peut présenter en amont, mais ça permet aussi de garder vraiment une trace de l'exposition, de son accrochage, tout ce qu'on fait en scénographie, une présentation analogique d'une œuvre à côté d'une autre, la façon dont les cartels ont été disposés, ça permet de tourner concrètement autour des sculptures, de voir la mise en espace, la mise en lumière, tout cela et peut-être reproduit avec une très grande fidélité sur Second Life. Et quand on a, par ailleurs, quand je dis une grande facilité, quand on sait bien faire, des gens comme Moya a fait ça de manière tout à fait remarquable, et Eric qui a appris très 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 vite le fait aujourd'hui très très bien. Et donc je reviens sur l'idée que rien ne remplace la visite au musée, mais pour beaucoup de gens, ou en période de confinement, ou éloignés géographiquement, ou qui ont envie d'aller voir une expo, tiens, il est 23h, ah oui, il y a l'expo, machin, on peut aller la voir, mais vraiment voir l'expo, pas juste voir les œuvres ou feuilleter un catalogue. C'est encore autre chose. Et on peut faire des visites guidées. En fait, moi, je fais des visites guidées sur demande, on m'envoie un mail. Dimanche, j'ai une visite guidée, par exemple, d'un Français qui m'a demandé la visite.
Donc, je fais la visite de mes univers avec les différentes expositions. Et chaque visite est différente, puisque si quelqu'un me dit je suis de Troyes, ou si quelqu'un est coréen, par exemple, je vais l'amener dans un musée coréen où j'ai fait une expo. Donc à chaque fois, les visites sont différentes. C'est comme des petits films, en fait, mais en direct, c'est-à-dire où on est immergé à l'intérieur de l'œuvre d'une certaine manière. Et là, je crois qu'hier, il y avait encore quelques personnes qui sont venues dans l'artistique, puisqu'on a eu un festival pendant 4 jours. Il y a eu un festival dans le ciel de mon île, parce que dans le ciel, j'ai de la place, donc on a mis un festival où il y avait des chanteurs, des DJ, et tous les gens pouvaient, après les concerts, descendre, justement, visiter l'artistique. Donc ça a permis d'avoir un certain nombre de personnes qui visitaient l'exposition. Ton avatar est de dos, Patrick. Patrick, oui, tu peux c'était pour mettre montrer mon beau sac à dos, parce qu'il est nouveau. Voilà. Ouais. Tu pourras mettre dans le chat l'adresse YouTube de la vidéo. De la conférence qui a été enregistrée. Ah oui, alors il faut que je... Par contre, le problème, c'est qu'il faut que je... On va le voir sur le... Comment je vais faire? Je vais essayer... Non, je pense que les personnes qui ont reçu un mail peuvent recevoir un lien. Oui, ça sera plus simple. Oui. Sinon, il faut aller sur ma chaîne, Moya Patrick, et c'est le premier, je crois. Je vais le faire. Oui, parce que là, je suis... Voilà. Je vais le faire, ce sera plus simple. Voilà. Je m'aperçois qu'il y a bientôt une demi-heure que nous parlons, et je pense qu'il c'est bien de laisser la parole à l'aimable audience qui, j'espère, a envie de poser quelques questions techniques, embarrassantes, interrogatives, critiques. Allez-y. Alors oui, je crois qu'il y a une question concernant les statistiques de fréquentation des expositions. Est-ce que vous avez des retours, une idée du nombre de visiteurs? Alors là, c'est peut-être moi qui vais répondre. Mais en réalité, Second Life n'a pas une fréquentation gigantesque. C'est-à-dire, il faut voir que Second Life, c'est un réseau social. C'est un jeu, mais c'est pas comme un jeu vidéo où il y a quelque chose à gagner, où il y a des règles à contourner, etc. C'est une sorte de lieu plutôt très adulte. C'est presque un serious games. Et donc, les gens qui sont dans Second Life sont des gens souvent soit assez cultivés, soit qui ont un certain âge et qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie et qui veulent refaire d'autres choses. Il y a des gens qui font du théâtre, il y a des gens qui font il y a des conférences. Hier, il y a 5 jours pour le festival, on avait une conférence sur Henri Darger par quelqu'un qui est dans Second Life. Je ne savais pas du tout qu'elle pouvait faire une conférence. Elle a fait une conférence passionnante sur Henri Darger pendant 2 heures. Elle avait visité l'expo Henri Darger au musée de Lausanne et elle a fait une conférence passionnante. Et tout le monde est resté pendant 2 heures à écouter cette conférence, comme les gens sont restés écouter la conférence de Vincent Giovannoni. Et ça, c'est impossible dans un jeu. Moi, j'ai d'autres musées dans des jeux comme VRChat, par exemple, mais dans VRChat, c'est impossible de faire une conférence. Au bout de 2 minutes, il y a des gens qui tournent dans tous les sens, qui viennent embêter, qui sautent sur la scène, etc. J'ai même fait une messe à Noël avec un délégué épiscopal à la culture, et j'ai fait une messe qui était où les gens viennent et tout le monde respecte la messe. Tout le monde reste pendant 2 heures à écouter la messe. Et même Vincent, je crois, était là, il est venu à la messe, il a rencontré un prêtre américain. C'est une vraie messe, ça n'est pas une parodie de messe ou un bricolage, c'est une vraie messe dans un lieu virtuel mais consacré par un prêtre qui a son avatar et qui est responsable de l'activité artistique pour le diocèse. Donc c'est pour dire que ce n'est pas des foules extraordinaires. D'ailleurs, on ne peut pas avoir plus de 90 personnes en même temps, par exemple. Mais pour le festival qu'on a organisé récemment, il y a eu en tout à peu près 500 personnes sur les 4 jours. Quand j'ai organisé le carnaval de Nice virtuel, donc comme le carnaval était annulé, on avait fait un carnaval spécial. Je le fais chaque année, mais cette année, c'était le seul carnaval qu'il y avait. On a eu peut-être 200 personnes dans la soirée. Mais évidemment, c'est pas par rapport aux réseaux sociaux habituels, c'est pas énorme, mais le retour est très important. Par exemple, là, je vais faire une exposition à Valence, à Valencia en Espagne, par quelqu'un qui est dans Second Life. C'est quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre et qui joue des pièces de théâtre dans Second Life et qui a demandé, qui connaît la mairie de Valence, il a demandé pour faire une exposition et on va faire une exposition. Il y a plusieurs expositions que j'ai réalisées au musée d'anthropologie de Florence, par exemple, autour de Second Life, par quelqu'un qui est dans Second Life. Donc, c'est des personnes qui ont souvent un certain bagage. Beaucoup de gens dans Second Life parlent plusieurs langues. Donc, c'est un public très différent. Mais il ne faut pas espérer, évidemment, avoir des foules
qui viennent ensuite dans vos musées, dans Second Life. C'est pas un vrai souci. Je pense à l'ouverture d'une pièce de Gildas Bourdet, le nom de la pièce, c'est le Saperlo. Il y a un narrateur et qui, en ouverture du spectacle, observe le public, le compte et résume peu, mais bien. Voilà. Bon, après, il peut y avoir quelques cas spéciaux dans Second Life, mais bon, c'est pas grave. On peut facilement éjecter les gens. Il suffit de cliquer sur la personne et on la fait partir de l'île, puisque c'est très grand Second Life. Donc, chaque île est protégée. Moi, je suis propriétaire de mes îles, donc je peux faire ce que je veux. Mais c'est vrai que le soir, on reste souvent à discuter. Moi, j'ai des gens à qui je fais des visites, avec qui on discute de l'avatar, de problèmes très philosophiques, voilà, de McLuhan, etc. Et en plus, il y a un traducteur automatique dans toutes les langues, donc on peut vraiment parler là par chat, mais avec j'avais un Pakistanais l'autre jour, et c'est le seul, par contre, pour lequel j'ai eu du mal à trouver la langue, parce que je n'avais pas le traducteur. Pardon, c'était la question que je voulais vous poser, justement. Vous mettez en place un système de modération, c'est-à-dire c'est vous qui avez la possibilité d'exclure ou d'inclure finalement des avatars ou des personnes qui aimeraient participer à l'événement. Inclure, non. On pourrait inclure si on veut. On peut aussi interdire d'entrer dans un espace, mais ça, moi, je le fais jamais. Par contre, on peut, évidemment, s'il y a quelqu'un qui est en plein milieu de la scène, si quelqu'un fait une conférence et qu'un avatar reste en plein milieu de la scène, bon, on peut toujours le pousser. Bon, après, j'essaye de pas éjecter. J'éjecte très rarement des personnes. C'est très, très rare. Juste une fois, quelqu'un qui était vraiment très, très violent et qui était très insultant, là, on l'a effectivement dû l'éjecter. Mais j'ai des personnes aussi, quand on fait des grands événements comme le carnaval, j'ai une personne qui s'occupe d'éjecter les gens, qui a les droits, et donc qui s'occupe d'éjecter au cas où. Mais on ne l'a pas fait pour le carnaval, par exemple, ni pour la messe. Voilà. Et pas pour la conférence de Vincent, bien sûr. On fait ça dans les vrais musées aussi. Hein. Mais en même temps, il y a un côté amusant aussi à ça. C'est-à-dire, mettre un gardien, par exemple, c'est très amusant. Ça amuse dans Second Life de se dire on a un garde du corps à l'entrée, par exemple. Voilà, il y a des gens qui s'amusent à jouer les vigiles. Alors, c'est très rigolo. Il n'y a pas besoin, mais on s'amuse aussi. Il y a à la fois, c'est un jeu sérieux et à la fois, on s'amuse un peu comme des enfants quand même à rejouer certaines choses. Donc, le vigile qui sert à rien, mais qu'on peut mettre à l'entrée. Quand Vincent a fait la conférence, il y a une dame qui s'occupait d'accueillir les gens à l'entrée, qui les amenait. D'ailleurs, on l'entend sur YouTube. On a le distributeur de gel à l'entrée aussi. On avait. Ah oui, il y a le distributeur de gel, oui, à l'entrée aussi. Mais ça, c'est pour oui, c'est très vériste. Oui. Tiens, je vais aller vous le montrer, le distributeur de gel. Ah oui. À part que je suis trop petit pour les distributeurs de gel, mais bon. Oui. Et on a aussi, là par contre, c'est plus technique. On avait 2-3 journalistes qui étaient là, et on pouvait donc cliquer ici pour avoir le dossier de presse. Par contre, de l'exposition que je suis en train de faire donc à l'artistique, et donc on cliquait sur le dossier de presse, on charge le dossier de presse et on a le dossier de presse qui s'affiche dans Second Life ou à l'extérieur. Et donc ça a permis d'ailleurs, quand on a fait le vernissage virtuel, d'avoir un article immédiatement par un blogueur, et on avait aussi un journaliste italien. Voilà, donc là je me lave les mains. Voilà, je me lave les mains. Mais je suis trop petit, donc je suis un peu en l'air. Voilà. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Non, je ne sais pas où il est parti. On se perd après. Non. Ah, il est là-bas. Voilà. Et j'avais une autre question. Vous organisez comme ça des événements virtuels. Est-ce que vous pouvez reproposer ensuite au même panel de personnes qui étaient présentes pour un événement de revenir pour un événement différent? Est-ce que vous avez un système comme ça d'invitation systématique ou ça ne se fait qu'en fonction des desiderata de ceux qui veulent participer? Alors oui, c'est-à-dire qu'en réalité, on crée des groupes. Par exemple, moi j'ai un groupe qui s'appelle Moyaland et qui me permet d'inviter les gens qui font partie du groupe. Mais comme je suis pas très doué pour faire les groupes, je demande généralement, on a des partenaires. Là, j'ai pris comme partenaire Anélia Bayand, qui est une dame qui vivait à Grasse autrefois et qui maintenant vit dans l'Est, je crois, et qui a une très grande galerie dans Second Life et qui a vraiment beaucoup de contacts avec beaucoup de gens qui s'intéressent à l'art. Elle a plus de 2000 personnes dans son groupe. Et donc, c'est elle qui nous a fait venir le monde. Dans la vidéo, c'est elle qui accueille les gens à l'entrée puisqu'elle les connaît. Et donc là, je me suis pas du tout occupé de faire venir les personnes. Elle a fait venir les personnes qui s'intéressaient à l'art et qui donc sont venues. J'ai juste invité quelques personnes, mais… Et il faut savoir aussi que quand on se connecte sur Second Life, donc sur la page d'entrée avant de se connecter, il y a
quelques destinations qui sont montrées, donc là, qui sont en fait choisies par la société Second Life qui est en Californie. Et Patrick commence à devenir célèbre. Et de temps en temps, ces événements figurent comme ça donc, quand on arrive sur Second Life. Donc là, ça invite aussi tous les utilisateurs à se dire, tiens, voilà, il nous montre là. Les destinations s'affichent. De temps en temps, Patrick apparaît. Ou alors là, depuis quelque temps aussi, Second Life sur Twitter, il partage tous les événements que l'on fait. Enfin, tous les événements qu'on fait, que Patrick fait. Parce que ça commence à être une star vraiment sur Second Life, mais il ne le dira pas. Non, ouais. Et c'est vrai que c'est une sorte de magie de la chose qu'on n'imagine pas. Pour ceux qui découvrent Second Life aujourd'hui pour la première fois, on voit ces petits avatars, on peut trouver ça un peu grotesque, enfantin, puéril. Quand on rentre dans l'histoire, pour faire une conférence par exemple, d'un seul coup on rencontre des gens qui viennent de toutes sortes de pays, qui bien sûr n'avaient pas fait le déplacement depuis le Texas pour voir une exposition et pour assister à une conférence, qui écoutent la conférence et avec laquelle vous pouvez échanger par la suite, qui viennent, qui vous posent des questions très, très directes. Attendez, venez voir, on se déplace devant l'œuvre virtuellement et on discute et on fait venir une troisième personne, une quatrième, une japonaise qui dit « Oui, mais j'ai déjà vu machin » ou « Je me souviens d'eux ». Mis à part dans un monde virtuel, on n'a pas l'occasion de rencontrer des gens qui, ensemble, auraient autant à échanger. Parce qu'il faut pouvoir être au même moment, au même endroit, avec des heures très, très décalées. Les gens, on ne peut pas forcément toujours prendre le train, prendre l'avion pour aller voir une exposition. Là, on se rencontre avec des gens extrêmement différents, de toutes sortes d'horizons, intéressés par un même sujet, à pouvoir échanger, construire et avancer. C'est vraiment a very serious game. C'est pas un jeu, c'est pas un petit machin pour téléphone pour gosse de 11 ans. On peut réellement avancer et se poser des questions en histoire de l'art, en réception des publics, qu'on a très rarement l'occasion de se poser dans le monde réel, in real life. Et d'ailleurs, dans Second Life, il y a par exemple une très grosse association qui s'appelle Virtual Ability, qui comprend énormément de personnes, surtout américaines, handicapées. Donc, ils participent régulièrement à des événements que j'organise. Ils avaient participé une année au carnaval virtuel, et c'était que les personnes handicapées qui participaient au carnaval virtuel, qui dansaient sur la place Masséna virtuelle. Et chaque année, je leur fais une visite guidée. Ils font des visites guidées culturelles, en fait, dans Second Life. Donc, ils visitent des lieux qui sont reproduits comme ça, et chaque année, ils ont une visite sur mon île. Et donc, je leur fais des visites. Et ça, c'est quelque chose qui est assez émouvant aussi, de voir ces personnes qui, à la fois, sont handicapées dans la vie réelle et qui, en même temps, dansent dans Second Life, font du cheval. J'ai fait plusieurs fois intervenir la présidente de cette association, qui est une ancienne professeure qui a la sclérose en plaques, et qui a parlé à des médecins, par exemple, en direct, en leur montrant tout ce qu'elle pouvait faire, tout ce qu'elle pouvait réaliser dans Second Life. Et ça, c'est aussi assez passionnant. Voilà. Ah, j'entends pas. On n'entend pas. Le micro a dû être coupé. On n'entend pas qui? Pardon, voilà. Ah, voilà. Pardon, on a 3 questions qui apparaissent. Une question d'Anthony Claverie à Antibes. Dans le cadre de Second Life, qu'est-ce qui est partagé au-delà de l'accès et de la connaissance? Moi, j'aurais peut-être envie d'abord de répondre que c'est peut-être la question du souci du réseau. C'est un sujet qui nous touche beaucoup à l'association, puisque vous savez que nos locaux se trouvent à Aix-en-Provence, non loin de l'ancienne adresse de Nicolas Fabry de Pérez, qui était en correspondance avec des collectionneurs, des savants, des créateurs en Europe et aussi en Méditerranée. Donc, j'aurais eu envie de répondre que c'était d'abord le partage de l'information et puis peut-être aussi cette question de mise à niveau assez égalitaire finalement de l'apport d'informations de chacun, mais peut-être que vous avez des réponses plus précises à apporter. C'est très juste, Mireille. Tu parles de Pérez.
je pense que Peresque, en 2021, il travaillerait avec Second Life. C'est évident. Ce qu'il a fait en son temps est précurseur de l'usage actuel de Second Life. Et s'il était là encore, pour échanger avec, on parlait de Pakistanais, pour échanger avec des Pakistanais, avec des Indiens, ce qu'a beaucoup fait Peresque, il le fera en direct sur Second Life, en pouvant voir in situ pour voir des œuvres et en pouvant les voir in situ s'il le souhaite, tourner autour, quasiment les supposer. Tout ça est très mental. Je pense que nombre d'entre vous ont peut-être lu les ouvrages de Bayard sur comment parler des livres qu'on n'a pas lus, comment parler des lieux où on n'a pas été. Et en fait, quand on est sur Second Life, on est réellement dans le lieu, on est réellement dans les œuvres. Il y a une opération mentale extrêmement puissante qui se fait, qui fait qu'on est avec les œuvres, qu'on est avec l'artiste. Et le lien que tu fais avec Peresque me réjouit, c'est exactement ça. Alors, une autre. Pour répondre là, il y a les 3 questions, on va répondre précisément. Donc, qu'est-ce qui est partagé au-delà de l'accès de la connaissance et comment c'est monétisé? Alors, il faut savoir que pour utiliser Second Life, Patrick le dira mieux que moi, mais Patrick loue ces îles, c'est-à-dire des emplacements sur lesquels après il peut construire ce qu'il veut. Le nombre d'îles est limité, hein, je crois qu'il n'y a plus d'îles à louer, on n'en trouve plus. Et en fait, à chaque fois qu'on télécharge une image qui va servir de texture, donc c'est payant. C'est comme ça que Second Life se monétise. Par contre, pour ce qui est donc des œuvres réutilisables et de l'open data, on ne peut rien récupérer un avatar ne peut rien récupérer de Second Life, à moins de faire juste une capture d'écran, donc ça va être à basse définition. Par contre, Patrick, un propriétaire d'île, peut décider, comme vous l'avez vu avec le dossier de presse, de mettre des choses en libre accès, alors soit en téléchargement, ou alors en libre accès, c'est-à-dire un avatar peut venir prendre, il y a des œuvres d'art de Patrick qui sont gratuites, donc un avatar peut prendre une œuvre d'art, mais il ne pourra aller l'utiliser qu'ailleurs dans Second Life. Hein. Il ne va pas pouvoir la mettre sur son ordinateur, ou alors, voilà, on peut mettre des liens pour téléchargement. Patrick, d'autres... Oui, c'est-à-dire que, par contre, quand on est dans Second Life, on laisse le droit d'utiliser les images, c'est-à-dire qu'on laisse le droit à des gens de faire des films, on appelle ça des machinimas, dans Second Life. Et moi, je donne effectivement des œuvres qui sont ensuite mises dans des collections. Il y a des collectionneurs dans Second Life qui ont des musées et qui ont des tas d'œuvres comme ça de tous les artistes qui sont dans Second Life, parce qu'il y a beaucoup d'art dans Second Life. Et quand je participe, par exemple, à Burning Man virtuel, puisque cette année, Burning Man est entièrement virtuel, mais chaque année, le festival Burning Man est aussi dans Second Life, on donne les œuvres, on est obligé, ça fait partie du principe de Burning Man. Et donc, on a des tas d'œuvres offertes. Donc, on clique dessus, on reçoit l'œuvre dans son inventaire et on peut la poser dans sa maison. Donc, il y a des personnes qui ont des collections. Il y a un Américain qui était à la conférence de Vincent, d'ailleurs, qui a un immense musée dans Second Life de tous les artistes de Second Life. Et soit il a acheté les œuvres dans Second Life, mais quand on dit acheter, c'est aussi pour s'amuser. Parce qu'on achète les œuvres de 100 Linden dollars, c'est-à-dire de quelques centimes. Voilà, c'est plus, je dirais que les collectionneurs qui achètent dans Second Life, c'est pour s'amuser à acheter. Moi, j'ai eu des gens qui sont passés comme ça, des gens de Détroit, qui voulaient tout acheter dans mon musée, et donc je leur ai dit qu'est-ce que vous voulez, puis je leur ai vendu 2 ou 3 œuvres, et tout le reste, je leur ai donné. Mais c'est vrai que c'est différent de l'open data, mais l'intérêt, c'est que on est surtout, plus que d'être immergé à l'intérieur d'une visite 3D, on est surtout au contact de l'artiste ou du curateur. Puisque là, Vincent a fait une conférence, il était au contact des avatars. Eric, il fait la visite lui-même à des avatars, ce qui étonne beaucoup d'ailleurs dans Second Life. Je crois que c'est une des rares fois où on a un conservateur qui fait visiter le lieu en 3D, c'est-à-dire qu'il peut parler aux personnes qui sont là. Donc c'est surtout ça qui est intéressant en fait, plus que le fait de reproduire en 3D. Parce que par exemple, on aurait du mal à mettre certaines choses trop complexes, parce que là, ça prendrait trop de réseau. Certaines sculptures qu'on a vues tout à l'heure en 3D, là, qui sont faites sur SketchUp ou d'autres logiciels, là, c'est un petit peu plus dur à mettre dans Second Life. Donc, on est limité au niveau de la 3D, même si on arrive à faire des choses assez réalistes. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le contact. En fait,
Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est de vivre dans l'œuvre. Ça, je vis dans l'œuvre. Alors, je suis désolé, je regarde à droite, mais parce qu'en fait, j'ai 2 écrans. Donc, j'ai un écran avec Second Life et je vous vois de l'autre côté. Je crois qu'il y a une dernière question posée par Anthony Claverie. Oui, est-ce qu'il y a une monnaie propre à Second Life? Alors oui, il y a le Linden Dollar, qui est la monnaie de Second Life, mais qui n'est pas une crypto-monnaie habituelle, puisqu'elle n'a pas de cours vraiment. Elle n'est pas minée, comme on appelle. Donc, elle a un cours relatif. C'est toujours à peu près le même cours. Il n'y a pas de spéculation sur le Linden Dollar. C'est juste utile. C'est pas comme la crypto-monnaie. Mais j'ai une galerie de crypto-monnaie qui vend des œuvres en NFT, qui se trouve d'ailleurs, le directeur de la galerie est là. C'est lui qui m'aide à mettre des œuvres sur la blockchain, mais c'est complètement différent. Mais ça, sur Second Life, la monnaie est juste utile, en fait. Elle sert juste. Et d'ailleurs, moi, je ne gagne pas d'argent dans Second Life, j'en dépense beaucoup. Oui, parce qu'il y a un marché, là, vous pouvez aller voir juste sans être utilisateur, c'est le Second Life Marketplace, où vous pouvez acheter des objets. Hein. C'est sûr qu'on ne va pas fabriquer, par exemple, les fauteuils là, sur lesquels mon avatar on les a achetés. On les a achetés. Voilà. Donc, il y a des gens qui créent des objets pour Second Life. Donc, eux, ils sont rétribués vraiment pour leur travail, parce qu'on leur achète. Voilà, les sièges ont été achetés. La table de publicité, dont la très remarquable Camerina Kamala, très remarquable. Oui, je la vois, elle est là, elle est dans le ciel d'ailleurs. Elle est en train de travailler avec un stagiaire. Pour la première fois, je pense que c'est unique, j'ai un stagiaire virtuel. J'avais été à Laval virtuel, j'ai rencontré l'université du Mans. Et il y avait un étudiant qui était là, qui m'a demandé de travailler en stage. J'ai signé une convention de stage, mais je ne le rencontrerai jamais. Il travaille sur mon île. Donc, il est en train de me construire des maquettes de musées pour présenter le design, puisqu'il est spécialiste de design. Et donc, il est dans le ciel en ce moment. Enfin, non, il n'est pas là. Il n'y a que Camerina, mais c'est elle qui le conseille. Et donc, c'est elle qui m'a fabriqué le sac à dos, par exemple. Et dans ce registre-là, Patrick, tu peux y aller, Patrick, là, dans le ciel. Un étudiant de la Villa Arson, je vais lui dire qu'on arrive. Il faisait son diplôme sur Second Life. Patrick. Oui. J'avais vu une étudiante de la Villa Arson qui faisait son. Oui, là c'était une étudiante qui m'a demandé, qui en fait. Parce que contrairement à ce qu'on imagine, on a l'impression qu'il y a plein d'endroits où on peut faire ce genre de choses. Et en fait, non. C'est-à-dire qu'elle a cherché partout comment présenter. Elle faisait un mémoire sur les œuvres d'anonymes dans SketchUp. C'était son mémoire. Et elle cherchait à présenter ses œuvres. Mais le problème, c'est qu'elle n'a rien trouvé, en fait. Et la seule chose qu'elle a fini par trouver, c'est Second Life. Et elle est passée me voir, comme je suis niçois. Et je lui ai prêté un espace dans le ciel pour créer son musée. Et elle a fait son mémoire. À partir de là, on a filmé. Et même, elle a eu la chance d'avoir Vincent qui est venu la voir et qui l'a conseillé, donc Eric. Donc, voilà. Elle a eu 2 conservateurs qui sont venus la voir en plus. Donc, elle était d'ailleurs assez surprise parce que finalement, elle était partie juste pour avoir un petit espace pour faire un film. Elle s'est retrouvée avec des gens qui sont venus, un galeriste de Second Life, enfin plein de gens qui sont venus. Donc, c'était assez amusant. Patrick, pour montrer le alors, oui, mais alors il faut que je vois. Attendez, je vais aller voir. J'y suis là. Enfin, tu y es oui. Alors. Oui, mais alors là, attends. Je vais aller sur Skybox. Skybox, c'est dans. Je pense que téléportation, voilà. Téléporter. Ah oui. Alors là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Je vais mettre le jour parce que sinon, on ne voit rien. Midi, voilà. Voilà. Toc. Alors, attends, on est où là? Ah, voilà. Ah, ben voilà, la Camerina qui est là. Voilà, bonjour. Ah, voilà, elle est en train de préparer les sacs à dos. Voilà. Alors, on est en direct d'une conférence avec des personnes qui s'intéressent au musée, enfin qui conservent. Ah, voilà. Ah, c'est beau. Parce qu'elle vient de me fabriquer le sac à dos avec la dolly qui bouge. Ah, oui, Patrick, Camerina vous a fait 4 enfants? Oui, mais je vois. Ah oui. Parce que là, elle m'allait fabriquer au départ, mais est-ce qu'elle est spécialiste des animèches? Et donc là, on a le travail, voilà, ça c'est Camerina qui est là. Et là, on a le travail qu'a fait le stagiaire, voilà, c'est-à-dire qu'il a fait 4 avec les MOYK, donc il m'a fabriqué 4 structures dans lesquelles on peut rentrer et que moi je vais investir et ensuite ça sera c'est pas un mémoire en fait, c'est un stage en réalité. Et là, il vient de fabriquer des lampadaires avec les 4 couleurs autour des lettres de mon nom. Donc, on va installer, on fera une inauguration. Donc, pour lui, on fera un film et une inauguration
Ouais, donc c'est un stagiaire qui du coup travaille avec Camerina puisqu'elle est beaucoup plus spécialiste que moi de tout ce qui est 3D. Et comme il part d'un logiciel d'architecture, c'était un peu compliqué d'entrer ça dans Second Life. Et donc elle lui a refait les éléments pour que ça puisse rentrer. Et du coup maintenant on peut monter là-dedans. Voilà. Et là on est dans le ciel, c'est-à-dire j'ai des espaces dans le ciel que je peux prêter donc pour des projets. On peut prêter. En bas, d'ailleurs, il y a la réserve des expos que je n'ai pas pu présenter sur mon île. Je n'ai pas la place. Donc là, il y a plein d'expositions qui sont dans des boîtes, en fait, qui sont dans que je conserve dans les boîtes pour pouvoir les remettre. Voilà, là, il y a le carnaval de Nice, il y a différents lieux, il y a en Hollande. Et tout ça, on peut les réactiver, on peut les remettre en place sur la plateforme. Et pour ceux qui nous suivent, que ceux qui nous suivent comprennent bien, il serait possible d'accrocher les œuvres, par exemple, dans ces bâtiments. Il serait possible, dans ce paysage, d'installer une exposition de land art. Tout est imaginable. Second Life est quasiment sans limite. Il y a la limite de l'espace quand même, parce qu'il faut, réserver. Il y a un certain coût d'espace, disons, de nombre d'objets. C'est là où on est limité, c'est par le budget. Moi, je paye à peu près le prix d'un appartement par mois, disons, pour gérer mes îles. Et alors, Patrick Moya est amphibie, il vole, c'est merveilleux, il peut tout faire. Ah oui, on peut tout faire, je peux même changer d'avatar. Enfin, il peut faire conduire une voiture alors qu'il n'a pas le permis dans la réalité. Voilà. Il fait plein de choses. Des motos, des avions, des hélicoptères, des bateaux, des fusées. Tout est possible. Voilà. Merci infiniment à tous trois de nous avoir présenté ce travail qui peut être un outil effectivement de médiation, de partage extrêmement créatif, ouvert. Et effectivement, concernant la question de la rétribution qui apparaît dans l'un des derniers échanges du chat, je voulais juste vous montrer un petit document qu'on pouvait récupérer à la sortie de l'exposition que le Musée d'art et d'histoire du judaïsme a consacrée à Pierre Dac. Voilà, ça vient du MAGE. On pouvait repartir avec un petit flyer et qui était, quand on dit un artiste comique de grand talent qui n'a pas de prix, ce n'est pas une raison pour ne pas le payer sous le fallacieux prétexte qu'il est impayable. Voilà, la question du réel, du virtuel et du travail en réalité qui se pose. Voilà. Ne vous contentez pas de regarder du Patrick Moya sur Second Life, allez lui acheter des œuvres. Ah, là c'est encore autre chose. Très bien. Merci infiniment. Je crois qu'il est l'heure de conclure. Merci Patrick. À bientôt.